Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La désinformation est source de tensions internationales et de divisions au sein des sociétés. Reporters sans frontières tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ne ratez pas nos reportages sur la presse en deuxième partie de ce journal. Le Mali met fin aux accords de défense avec la France et ses partenaires européens. La junte au pouvoir fustige ce qu'elle qualifie d'atteinte flagrante à la souveraineté nationale. Bamako dénonce aussi de multiples violations de l'espace aérien malien. Ici aux États-Unis, la Cour suprême pourrait voter en faveur de l'annulation de l'avortement légal. Il s'agit d'une information révélée par le journal Politico, résultat d'une fuite d'un document de la plus haute juridiction américaine. Au Mali donc, la junte au pouvoir dénonce les accords de défense avec la France et ses partenaires européens, fustigeant les atteintes flagrantes à la souveraineté nationale de la part des forces françaises présentes dans le pays et de multiples violations de l'espace aérien malien. Cette dénonciation mettant à exécution une menace agitée depuis des semaines constitue une nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre les autorités dominées par les militaires arrivés au pouvoir par la force en août 2020 et les anciens alliés du Mali dans le combat contre les djihadistes. Écoutons le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, sur les antennes de la télévision nationale malienne. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France, eu égard à ces insuffisances graves, ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba. La décision de la junte malienne de dénoncer les accords de défense avec Paris est injustifiée, a protesté mardi le ministère français des Affaires étrangères, précisant que la France poursuivrait son retrait militaire en bon ordre, comme prévu d'ici le mois d'août, a fait savoir la porte-parole du Quai d'Orsay dans une déclaration écrite. Par ailleurs, et selon des sources diplomatiques, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce mardi, à la demande de la Russie, une réunion informelle à huis clos sur le Mali au lendemain, donc, on le disait, de l'annonce de la rupture par le Mali de ses accords de défense avec la France. En Somalie, des islamistes Chebab lourdement armés ont revendiqué une attaque ce mardi contre une base militaire de la force de l'Union africaine abritant des soldats burundais de l'ATMIS. Il y aurait de nombreux morts, mais le nombre exact des victimes est encore incertain. L'assaut a eu lieu peu avant l'aube. Des combattants d'Al-Shabaab ont attaqué la base de l'Union africaine près du village d'El Baraf, à 160 km au nord-est de Mogadiscio, ont indiqué au service somalien de la VOA des responsables locaux et des sources de sécurité. Les militants ont réussi à s'emparer brièvement de la base avant de se retirer. Les combats ont duré jusqu'à 8 heures du matin. Le groupe Al-Shabaab a affirmé avoir tué 173 membres des forces de l'Union africaine et pris des prisonniers de guerre. Le Commonwealth exhorte les pays africains membres de l'organisation à travailler de concert pour réussir le combat contre la corruption. Annonce de la secrétaire générale Patricia Scotland à Kigali ce mardi à l'ouverture
d'une conférence des agences de lutte contre la corruption dans les pays africains membres du Commonwealth. De Kigali, les précisions de Jean-Damascène Manichimié. Pendant 4 jours, les responsables des agences de lutte contre la corruption dans les pays africains membres du Commonwealth qui sont réunis à Kigali doivent tabler sur les stratégies de lutte contre la corruption en Afrique. Le Premier ministre du Rwanda, Edouard Ngirente, rappelle que le combat contre la corruption est indispensable vu les conséquences négatives qu'elle exerce sur le développement des sociétés. Plusieurs rapports ont montré que globalement, la corruption coûte environ $1 trillion américains chaque année. Ce coût est très élevé et continue d'affaiblir la résilience de nos communautés. La corruption détruit l'économie et handicape les investissements. Les investisseurs qui méritent et exigent un environnement sain des affaires éviteront de s'implanter dans des pays au taux de corruption élevé. Le danger de la corruption sur le développement de l'Afrique, c'est également le point de vue de la secrétaire générale du Commonwealth, Mme Patricia Scotland, qui précise que chaque année, le continent perd plus de $50 milliards américains suite à la corruption et à la mauvaise gestion. Pour réussir le combat contre la corruption, il nous faut une approche globale du Commonwealth. Et ce sera possible en travaillant ensemble, en apprenant les uns des autres et en se fixant des projections élevées. Cette ambition est essentielle et figurera sur l'agenda du sommet des chefs d'État du Commonwealth prévu ici à Kigali le mois prochain. Alors, il convient et il est grand temps de nous retrouver dans cette conférence et combattre la corruption pour asseoir la bonne gouvernance et le développement durable en Afrique. François Nouka, vice-président de la Commission nationale anticorruption CONAC au Cameroun, est confiant que l'Afrique pourra surmonter ce défi, même si le continent continue de souffrir des méfaits de la corruption. Il s'agit d'un échange d'expériences pour que chaque pays dans la mesure du possible expose ses activités innovatrices qui rentrent dans la lutte contre la corruption. Si je prends par exemple le cas du Cameroun, notre dernière action que nous pensons innovante, c'est de rappeler aux gens que le téléphone est là. Nous avons la possibilité aujourd'hui avec notre téléphone de lutter contre la corruption. Cette conférence qui rassemble 18 pays africains membres du Commonwealth se tient à un mois de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth prévu à Kigali. Jean-Damascène Manichimié pour VOA Afrique, Kigali. Revenons sur la célébration hier par les fidèles musulmans de la Côte d'Ivoire qui se sont rendus nombreux à la mosquée pour le début de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Voyons cela dans ce reportage d'Alain Amanché. Ils étaient nombreux lundi matin dans ce quartier cosmopolite de Treichville à se rendre à la mosquée centenaire Al-Fati pour la prière marquant la fin du Ramadan. Le Conseil des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire avait fixé au 2 mai la fête de Aïd el-Fitr. Dans son sermon, l'imam a exhorté les fidèles à la fraternité et à la paix. C'est le message de la réconciliation, la fraternité, pour que toute la population ivoirienne et toute la population de Côte d'Ivoire soient unie dans une seule arbre qui est l'arbre de la paix. Après le Ramadan maintenant, on doit appliquer ce comportement-là qui est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est quoi? C'est de faire les bonnes œuvres et de laisser ce qui est interdit. Et on doit aussi, comme on a parlé, de prendre aussi la réconciliation, surtout la réconciliation entre les frères. Parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui qui est beaucoup sensible, qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix, de la réconciliation entre les frères. Voilà, c'est ça qui est le plus important en islam. Passer dans la paix et dans la crainte de Dieu, le mois de jeûne a été une véritable école pour les fidèles musulmans en vue de renforcer leurs capacités spirituelles. Il faut maintenant appliquer au quotidien ce qui a été appris et faire ce que Dieu a demandé pour impacter son environnement. Tout bon musulman doit aujourd'hui faire un vœu de paix pour toutes les populations du monde, qu'elles soient musulmanes ou non. Que la paix revienne dans le monde, que la paix vienne en Ukraine, que la paix vienne dans les pays africains, que la paix vienne dans le monde entier. Aïd el-Fitr, c'est aussi une occasion pour toutes les familles musulmanes de partager avec leurs voisins, qu'ils soient musulmans ou pas.
Oui, lorsqu'on va finir de préparer, nous allons distribuer la nourriture aux parents, même les gens qu'on ne connaît pas, on donne la nourriture à tout le monde. C'est de faire du bien, de donner ce que tu as à quelqu'un, même s'il a ça ou il n'a pas, tu partages, c'est bien. Le partage est une bonne chose. La situation du monde aujourd'hui interpelle le fidèle musulman ivoirien. Sa capacité à intégrer ce que ce moment de partage lui enseigne devrait conduire à en faire un outil de réconciliation et de fraternité vraie jusqu'au prochain Ramadan. Alain Amochi pour VOA Afrique, Abidjan. Également dans l'actualité ce soir, Emmanuel Macron a appelé mardi le président russe Vladimir Poutine à permettre la poursuite des évacuations de l'immense complexe métallurgique ukrainien d'Azovstal à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, a annoncé l'Élysée après un appel téléphonique de plus de 2 heures entre les deux dirigeants. L'ONU annonce de son côté l'évacuation réussie des 101 civils coincés depuis des semaines dans le complexe industriel ukrainien d'Azovstal à Mariupol après une visite d'Antonio Guterres à Kiev et à Moscou la semaine dernière. L'armée russe et les forces pro-russes déclarent avoir lancé mardi un puissant assaut impliquant des chars sur l'aciérie d'Azovstal, dernière poche des résistances ukrainiennes dans le port stratégique de Mariupol. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de la presse et de l'avortement ici aux États-Unis. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de votre journal. Nous émettons en direct de Washington DC. Ce mercredi 3 mai est journée mondiale pour la liberté de la presse. À cette occasion, Reporters sans frontières sonne donc la sonnette d'alarme, tire la sonnette d'alarme, autant pour moi, sur le chaos informationnel et la désinformation qui alimente aussi bien les tensions internationales que les divisions au sein des sociétés. Toujours en rapport avec la presse et ici aux États-Unis, le président Joe Biden a rencontré lundi à la Maison-Blanche les parents du photojournaliste indépendant américain Austin Tice, enlevé en Syrie il y a 10 ans. Austin Tice travaillait pour plusieurs médias et agences de presse, notamment le Washington Post, CBS ou encore l'AFP. Au Mali, la situation de la presse reste préoccupante avec l'interdiction de diffusion par le gouvernement de la transition de certains médias comme France 24 et RFI. Côté groupe djihadiste et milices armées, 3 journalistes sont encore détenus. Si le cas d'Olivier Dubois bénéficie de l'attention particulière des autorités françaises, les 2 autres journalistes, 2 Maliens, Amadoune Nialibouli et Mbana Diko, sont presque inconnus du public. Les familles attendent toujours des signes de vie de leurs proches enlevés. Mokhtar Bari. Amadoune Nialibouli a été enlevé le 27 septembre 2020 par des Dozo alors qu'il rentrait d'une session de formation à la Maison de la Presse de Bamako. Et Mbana Diko
est en captivité depuis le 18 avril 2021 lorsque les djihadistes l'ont kidnappé à Boni dans la région de Douanza. Sans nouvelles de leurs proches, les parents des otages se sentent abandonnés. Il était à Bamako ici pour un atelier de formation avec d'autres journalistes. C'était en septembre 2020. Et quand il est retourné après la formation, il est retourné à Mopti. Donc, il était dans un bus de transport commun. C'était un matin du dimanche 27 septembre 2020, arrivé à Mandjou. Donc, selon des informations qui nous ont été rapportées par les chauffeurs du bus, donc, ce sont des donzos qui ont arrêté le véhicule, disant qu'il y a quelqu'un dedans, qu'ils ont besoin de lui. Donc, comme ça, ils l'ont fait descendre, ils sont partis avec lui. La presse malienne prompte à rappeler les jours de captivité du Français Olivier Dubois fait rarement cas de l'enlèvement de ses confrères. La maison de la presse justifie cette posture par la différence culturelle, mais surtout la crainte d'exposer les familles des victimes à des représailles. Généralement, nous, nos radios sont des radios de proximité. Et de la proximité, effectivement, les gens arrivent à trouver la subtilité nécessaire pour évoquer les cas de nos confrères qui ne doivent pas être oubliés. Mais il faut reconnaître que nous avons chaque fois signalé les cas de ces confrères-là à nos plus hautes autorités. Les familles ne veulent pas qu'on communique par peur des représailles. Il ne faudrait pas que cette communication aussi nuise ou que ce soit un facteur de complication de la situation. Si Ousmane Yalibouli comprend l'argument de ne pas jeter les familles des victimes en pâture, il fustige le manque de solidarité de la famille de la presse et même de l'État. Les médias internationaux en parlent en France et au Mali. Et j'ai vu même une fois ici au Mali, il y a une scène nationale qui parle d'Olivier Dubois, qui a été enlevé, un Français qui a été enlevé au Mali, qui est otage au Mali. Mais cette scène nationale-là ne parle pas pour les otages maliens, les journalistes maliens qui ont été enlevés. Nous demandons à l'État, et pas seulement à l'État, toute personne ou toute bonne volonté qui peut faire quelque chose, qui nous aide. Les proches d'Olivier Dubois et Mbana Duko n'ont pas souhaité répondre à notre sollicitation. Le climat est tendu entre le monde de la presse et la transition depuis la suspension définitive de RFI et France 24. Avant cette décision, le ministère de la Communication avait demandé aux médias, particulièrement internationaux, d'éviter de jeter de l'huile sur le feu. À bon entendeur, salut, Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako. Autre défi, au Burkina Faso, les journalistes et organisations professionnelles des médias s'inquiètent et dénoncent un certain musellement de la presse depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Ils estiment que les médias ont un grand rôle à jouer, surtout dans le contexte d'insécurité que traverse le pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Cela fait 3 mois que le pays vit une transition. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, les professionnels de médias constatent des cas de restriction de liberté des journalistes. Vous remarquerez que depuis que les militaires ont fait le coup d'État, la plupart des audiences, par exemple à Kosiam, ne sont pas couvertes par les médias. Et on se contente effectivement de faire un communiqué qui nous est envoyé par la direction de la communication de la présidence du Faso. Les militaires choisissent eux-mêmes de faire le travail à notre place et de nous envoyer un communiqué. Déjà, quand on entend, on voit déjà militaire, ça ne fait pas déjà bien pour les questions de liberté. Parfois, en tant que journaliste sur le terrain, on voyait parfois les relations assez difficiles par rapport à la pratique du métier. Quand vous avez aujourd'hui des militaires au pouvoir et puis effectivement qu'il y a ces petits couacs déjà qui se signalent quelques mois seulement après la prise de pouvoir, oui, j'avoue qu'il y a de quoi s'inquiéter pour la suite de la pratique du métier, pour la liberté de la presse. Pour ces professionnels, c'est bien dommage pour la liberté de la presse et les médias devraient pouvoir jouer un grand rôle, surtout dans le contexte d'insécurité du pays. Nous sommes dans un contexte suffisamment délicat qu'il faut permettre aux médias d'avoir accès à l'information.
et ne pas essayer effectivement de faire dire aux médias ce que vous voulez que les médias disent, parce que ça ne rend pas service en réalité. Les différents classements des Reporters sans frontières au cours des 5 dernières années montrent à souhait que nous sommes, en tout cas au niveau de la liberté de la liberté de presse, le Burkina est classé parmi les pays, a été pendant longtemps premier de l'Afrique francophone, parmi les 5 premiers du continent, et c'est pas rien. Le journaliste est perçu comme un dérangeur, comme un empêcheur de travailler en toute tranquillité. Et pourtant, c'est bien dommageable. Je pense que les journalistes, dans leur travail, doivent pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre à aider les forces de défense et de sécurité dans cette lutte à travers des productions qui contribuent aussi à la sensibilisation de l'opinion de la population. J'entends parfois des termes du genre il faut faire du journalisme patriote, il faut faire du journalisme de développement. Je dis il faut qu'on arrête avec ça. Un journaliste reste un journaliste qui travaille de façon professionnelle, c'est-à-dire qui respecte les règles d'éthique et de déontologie de son métier, c'est un journaliste patriote. La semaine dernière, dans une déclaration conjointe, 7 organisations professionnelles ont manifesté leur inquiétude sur des cas de restriction des libertés de la presse. Reporters sans frontières a dévoilé ce mardi 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, son classement mondial de la liberté de la presse 2022. Le Burkina, qui était classé 37e sur 180 pays en 2021, occupe cette année la 41e place mondiale. Le pays perd 4 places. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Réellement. Et notre série sur les journalistes en exil. De nombreux journalistes sont en effet contraints de s'exiler car l'exercice de leur profession les expose à divers dangers. C'est le cas de Bob Rugiriga qui a fui son Burundi natal, ne s'y sentant plus en sécurité. Il nous parle des difficultés auxquelles font face les hommes des médias dans son pays. Le plus gros problème auquel j'ai été confronté, comme beaucoup d'autres journalistes, c'est que le régime CNDD-FDD en place au Burundi depuis 2005 est un régime d'anciens rebelles qui ne comprennent pas bien le rôle d'un journaliste. Ils ne tolèrent pas les gens qui vont à l'encontre de leurs opinions. Moi, en tant que journaliste qui a toujours enquêté sur les tueries et les assassinats perpétrés par des agents de l'État et la fraude organisée par les autorités, j'ai toujours eu des problèmes avec le régime. J'ai été emprisonné et ils ont tenté de me tuer à plusieurs reprises. Le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés est que le régime ne comprend pas le rôle d'un journaliste. Franchement, il n'y a pas de liberté de la presse au Burundi, c'est un fait bien connu. Le Burundi est confronté à la violence politique et à l'insécurité depuis 2015 lorsque le parti au pouvoir a accordé un 3e mandat au défunt président Pierre Nkurunziza. Face aux personnes opposées à un mandat de Nkurunziza, à certains officiers militaires qui ont tenté de renverser Nkurunziza afin qu'il ne puisse pas briguer un 3e mandat et violer la Constitution, Nkurunziza et ses partisans ont ordonné aux forces de sécurité, à la police et à la milice Imbonerakure de tuer les gens et ils ont essayé de tuer des journalistes. Plus de 107 journalistes ont fui le pays. C'est le régime qui tue au Burundi. Alors les journalistes qui sont encore là nous disent qu'ils n'ont pas de liberté parce qu'ils ont peur d'être assassinés. Nous continuons à travailler, à informer les Burundais et la communauté internationale sur ce qui se passe au Burundi. Nous avons des radios et nous avons aussi des partenaires qui ont accepté de nous soutenir, mais nous sommes confrontés à des problèmes financiers. En tant que journalistes en exil, nous sommes confrontés à de nombreux défis et il est possible que nous succombions à la pression politique et à la violence. Ce serait une perte majeure pour le Burundi. Cela pourrait se terminer dans une très mauvaise situation, pire que celle dans laquelle il se trouve déjà. Le conseil que je donnerai au gouvernement burundais, c'est qu'il doit être courageux et comprendre que le travail des journalistes est essentiel pour le développement d'un pays, la démocratie et les droits du peuple. C'est vraiment important. Si quelqu'un dénonce quelque chose comme la violence, cela ne signifie pas qu'il est un ennemi du pays, mais qu'il aide le régime à gouverner correctement. Mais ils ne comprennent pas cela. Ce que je peux dire aux journalistes au Burundi, c'est d'être courageux.
Nous n'ignorons pas que ce n'est pas simple, mais nous devons faire de notre mieux pour que nous puissions protéger la profession, car la profession de journaliste au Burundi est actuellement en danger et ça va empirer. Et cette information révélée ici aux États-Unis par les journalistes, les militants contre l'avortement et les partisans du droit à l'avortement sont descendus dans les rues de Washington mardi après avoir appris que la Cour suprême des États-Unis pourrait annuler l'arrêt Roe vs. Wade, jurisprudence clé datant de 1973, légalisant l'avortement. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa. La nouvelle a provoqué un tollé et des réactions en boucle dans la presse américaine. Selon Politico, la majorité conservatrice de la Cour suprême, dont les 3 juges nommés par Donald Trump, a voté en faveur d'un projet d'avis rédigé par le juge Samuel Alito qui mettrait fin au célèbre arrêt de 1973, Roe versus Wade, ayant légalisé l'avortement aux États-Unis. Dès lundi soir, partisans et opposants du droit à l'avortement étaient debout devant les locaux de la Haute Cour fédérale. Je pense que c'est très simple. Chaque être humain a le droit de faire ce qu'il veut de son corps et avoir le gouvernement contrôler le choix qui vous a été donné à la naissance est contraire à toutes les normes. Les autorités devraient prendre soin des structures de la ville, des structures gouvernementales et peut-être accorder plus d'attention au fonctionnement du système médical aux États-Unis par rapport à la restriction des droits de l'homme dans leur droit de naissance de choisir ce qu'ils veulent faire de leur corps. Nous vivons au XXIe siècle et la religion est quelque chose d'un peu dépassé. Si les partisans du droit à l'avortement devant le tribunal semblaient plus nombreux, la passion était palpable dans les 2 camps. Quand vous allez avoir un bébé déjà développé, c'est un meurtre. Nous ne voulons pas de cela dans ce pays où nous sommes trop avancés et intelligents. Un enfant dont vous ne connaissez la destinée pourrait s'avérer être une personne très utile, garçon ou fille, quel que soit cet enfant. À force de slogans et de cris, ils protestent contre l'éventuelle décision de la Cour ou lui expriment leur soutien. Ailleurs dans le pays, comme ici à New York, les réactions reflètent la même polarisation. Réaction à la Maison-Blanche, le président Joe Biden a dit dans un communiqué, je cite, « Je crois que le droit des femmes à choisir est fondamental ». Il a appelé les électeurs à choisir des candidats favorables au droit d'avorter lors des élections de mi-mandat en novembre. De son côté, la Cour suprême a tenu à préciser qu'aucune décision n'a été prise sur cette question épineuse et que cette fuite, bien qu'authentique, n'affecterait pas l'intégrité de ces opérations. La décision de la Cour devrait intervenir fin juin ou début juillet. Affaire à suivre. Donc, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Puto, Washington, D.C. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique.